Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, Magali Berda, vous êtes en direct sur Sud Radio, il est 20h02, on est en direct tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h, on ne vit pas dans la même France. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors, on vit pas dans la même France, c'est une émission qui casse les codes, qu'on n'a pas l'habitude de voir en radio. C'est vraiment un nouveau concept dont je suis très fière. On rend la politique plus accessible, on la vulgarise et pour cela, tous les soirs, un débat d'un politique ou d'un institutionnel en face d'un influenceur. Pourquoi les influenceurs ? Parce que c'est ceux qui parlent à tout le monde, qui ont des millions, voire des centaines de milliers de followers et qui arrivent, eux, à accrocher les gens tous les jours. Donc je me suis dit, pourquoi pas se servir d'eux pour accrocher les gens, pour faire en sorte qu'on puisse parler d'une manière normale, casser un petit peu les codes et pouvoir parler de sujets d'actualité et peut-être intéresser les gens un peu plus à la politique et du coup reconstruire ce beau pays qu'on aime, la France. Bonsoir Mathias. Bonsoir Magali Berda, comment allez-vous ? Eh ben je vais très très bien Mathias. Alors Mathias, c'est un peu mes yeux, mes oreilles sur les réseaux sociaux. C'est le monsieur réseaux sociaux de l'émission. C'est lui qui vous lit, qui vous répète. Vous l'entendrez intervenir tout au long de la soirée. Je suis en crise, enfin, de la Magali. soirée, de l'heure. Qu'est-ce qu'il a, Mathias ? Pourquoi t'es en crise ? Il y a une sombre affaire dans la radio. J'ai oublié de vous dire, Mathias a des blagues très nulles. Hein. Ah Préparez-vous. mais là, ça fait 3 jours que je suis en crise. Alors vas-y, dis-nous. On m'a volé ma tasse. Tu sais, à la radio, on a le mug Sud Radio avec marqué le prénom. Eh ben, je vais t'en offrir un avec Mickey, t'inquiète Donc pas. voilà, j'ai lancé le hashtag, pas je suis Mathias, je suis ma tasse. Non, c'est nul. Mathias, c'est vraiment Elle est nul. nulle, celle-là ? Non, Mathias, c'est vraiment nul. Putain, ça Non, cartonne c'est avec le gênant. producteur. C'est gênant même. Hein. Là. Alors, Bon, vous savez pourquoi moi je suis en crise depuis tout à l'heure ? Dis-moi. Bah, parce que je suis venue pas maquillée. Voilà, Mais je tu es n'ai très pas eu belle le comme temps ça. de me faire maquiller aujourd'hui. Donc, autant vous dire que je ressemble à rien. Et je me vois juste en face là. Mais on s'en J'ai fout, peur, c'est de la hein. radio, Magali. Oui, mais c'est filmé là quand même. Parce Tu que- plaisantes ou quoi ? Est-ce qu'on peut dire quand même que Sud Radio a 1 million d'abonnés sur YouTube ? Bravo, alors Pardon, c'est mais exceptionnel. excuse-moi, 1 million d'abonnés sur YouTube pour une radio, on peut l'applaudir Sud Radio Bravo. quand même, parce que, Bravo. allô, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Hein, donc c'était vraiment ici qu'il fallait venir faire cette émission pour les influenceurs, parce Et là, que c'est ici que ça se passe, Magali, les on me amis. dit dans l'oreillette qu'on vient d'en perdre 500 000 parce qu'ils ont vu ta tête pas maquillée. Ah mince. Mince. Bon, alors, passons aux choses sérieuses, Mathias, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Alors, ce soir, on reçoit mon invitée du jour, mon influenceuse. Voilà, je la présente. Elle s'appelle Alison Legois. Et je l'adore. Voilà, elle fait un contenu impressionnant avec son mari et ses enfants sur TikTok. Elle a aujourd'hui 1 100 000 abonnés sur TikTok. Alors, attention. Le contenu, Alison, c'est du contenu de famille. Tu es l'âme créative derrière les réseaux de la famille Legois. Legois, Magali, Mais en fait, Legois. non, je suis désolée. Moi, je t'appelle à chaque fois famille Legois. C'est pas possible. J'étais obligée de la faire. À chaque fois, je t'appelle Il y famille avait longtemps Legois. quand même, il y avait Mais longtemps. c'est vrai, après j'ai réussi à gérer, j'ai dit famille Legois et là, hop, je suis retombée dedans. Alors, famille Legois, sur Instagram, tu as combien d'abonnés ? Sur Instagram, je suis à peu près à 67 000 abonnés. Ok, sur TikTok. Sur TikTok, 1 100 000. T'as YouTube ou pas ? YouTube, oui, 150 000 abonnés. Ah ouais, parce que 150 000 sur YouTube, c'est énorme, hein, parce que autant sur TikTok, ça peut monter vite, mais alors sur YouTube... Ouais, mais nous, sur Sud Radio, on a 1 million au moins. Sur YouTube. Excuse-nous, hein, Voilà. monsieur. Hein, bon, en tout cas, je suis ravie. Attends, mais t'as eu un trophée YouTube alors ? Oui, T'as eu le trophée pour les 100 000 ? c'est ça. Oh là là, quelle Ouais. chance. Et maintenant, on vise les 1 million. Bah écoute, on pourra faire cette fête ensemble. Bah ouais. On sera Avec plaisir. On sera sœurs de YouTube. Parce que moi, depuis que je suis sur Sud Radio, je me suis approprié leur 1 million de followers. Tu vois. Voilà. Donc j'ai l'impression dans ma tête que c'est moi qui ai 1 million de followers. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je me sens fière, je me sens youtubeuse d'un coup. Tu vois. Donc, alors tu partages avec sincérité des tranches de vie du quotidien. Toi, ton contenu, c'est vraiment les aventures familiales. C'est ça. Les challenges, les moments complices et astuces parentales. Tu mets en avant beaucoup tes enfants. Oui. Alors c'est critiqué, pas critiqué. C'est vraiment pas le sujet ce soir. Ouais. Mais en tout cas, moi je peux vous le dire, vous êtes une famille extraordinaire. Bah merci. Pleine de simplicité, d'humilité, comme il nous manque beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, merci pour le contenu que vous donnez. C'est une véritable ambassadrice du partage authentique. Alison, tu fédères une communauté engagée qui suit avec passion tes récits, tes éclats de joie et tes instants imparfaits. C'est beau ou pas ? Ouais, c'est trop beau. C'est moi qui l'ai magnifique. écrit ce matin, grâce à Mathias. Non, je rigole. C'est pas ChatGPT. C'est un peu ChatGPT, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la création de contenu de famille ? Bah en fait, c'était pas du tout prévu. J'ai ma petite sœur qui m'accompagne en ce moment même, Salut petite sœur. qui a fait son compte TikTok juste pour que je regarde ses vidéos. Ah donc à la base c'est ta Elle m'a sœur. créé mon compte.
Voilà. Ok. À la base, ça vient de ça. Et j'ai posté une vidéo parce que ma fille est très amoureuse de son papa. Ok. Elle l'est toujours d'ailleurs. On C'est adore. toujours papa numéro 1 dans son cœur. Et donc du coup, bah voilà, ça a percé en une vidéo. Incroyable. Voilà où on en Mais est alors, elle a fait aujourd'hui. quoi? Elle a fait une vidéo, c'est-à-dire que la petite, c'est la vidéo de la petite qui a percé? C'est ça. Elle voulait se marier avec papa. Mais non. Elle Ah, était donc- amoureuse de papa. D'accord, donc tu as fait une vidéo sur. Et alors, il n'y a pas une vidéo aussi qui a fait vraiment. Où ton fils, le pauvre, il n'avait pas eu d'invité Oui. à son anniversaire? C'est ça, il y a 2 ans. Raconte-nous ça. En fait, on avait préparé ses cartes d'invitation, etc. Bon, j'ai pas recontacté les parents, ça a été mon erreur, mais pour moi c'était validé et donc il devait être 10. On avait organisé une superbe journée et ils sont 2. Et Ils étaient c'était que de 2 ta arrivés. faute, ça, c'est ça? Bah c'est pas de ma faute, c'est parce que mon fils il a bien donné les cartes d'invitation, mais du coup il y en a que 2 qui sont arrivés. Ouais, je comprends pourquoi ils sont amoureux de papa, du coup, les enfants. N'importe quoi. Et du coup, ton fils a fait une vidéo, je crois, tout triste, c'est ça? C'est ça, bah oui, j'ai pris en vidéo directement, puisque j'étais peinée quand même. Il le faisait pas montrer, mais il était ému. Et finalement, bah, il a invité sa sœur à jouer. Et puis, il y avait le frère d'un copain qui était présent aussi. Il l'a invité à jouer également. Et puis, on s'est retrouvés à 4 avec les 2 mamans. Et combien de vues a fait cette vidéo? Oh, elle a fait, si je dis pas de bêtises, plus de 5 millions de vues. Je Oh là crois, là. si je dis pas de bêtises. Incroyable, 5 millions de vues. Et je crois qu'il y a même des artistes qui ont souhaité du coup Oui. joyeux anniversaire à ton fils. Il y a Greg Guillotin. Ouais. Qu'on embrasse, Qui Greg lui a Guillotin. dit d'ailleurs, le prochain anniversaire, je serai là. Donc, on attend toujours. Non, alors tu peux pas dire ça parce que je vais juste vous donner un petit détail. C'est que Greg Guillotin est dans le bureau collé au mien. Et quand ton On fils l'a est venu rencontré la dernière d'ailleurs. fois, du coup, il l'a rencontré. Oui. Il lui a dit Au bon bureau. anniversaire. Il était super Oui. content d'ailleurs. Et il l'a reconnu. T'as vu, Greg Oui. Guillotin, il a reconnu tout de Il l'a suite ton reconnu fils. tout hein. de suite. Donc, Et non, super content. Il est très franchement. gentil, Greg Guillotin. C'est Ouais, un vrai ça se voit. gentil. Et c'est important pour toi d'utiliser tes réseaux pour partager ta vie de famille? Maintenant, oui, ça l'est devenu, puisque on rencontre que des personnes bienveillantes. Toi, t'as une communauté Et- gentille. Voilà, j'ai une communauté gentille. Bon, après, évidemment, Oui, il y a des des haters. petites personnes, voilà, des Alors, haters les haters, derrière un écran. Les haters, c'est les gens pas gentils sur les réseaux sociaux. C'est ça. Voilà. On Mais appelle ça les sinon, haters. non, au quotidien, c'est que de la bienveillance et ça se passe très bien. Et est-ce que t'as pas peur pour tes enfants comme ça quand tu les exposes? Non, parce que en fait, c'est moi qui gère. Je demande toujours l'autorisation de mes enfants Tu avant de peux nous donner publier. l'âge de tes enfants? Ils ont 12 et 8 ans. D'accord. Donc quand on fait une vidéo, je leur demande toujours s'ils veulent que je la publie ou pas. D'accord. Il se peut que mon fils, des fois, il m'a dit non maman, celle-là je préfère pas et je Ok. la publie pas. D'accord. Mais je leur ai déjà demandé s'ils voulaient qu'on arrête. Ils ne veulent pas. Ah, ils veulent continuer. Ils veulent continuer Ok. parce qu'ils aiment Le contenu. le contenu. Alors, je tiens à dire quand même, important, c'est que quand tu mets en avant tes enfants, parce que c'est un sujet sur les placements de produits, quand il y a des publicités, ils sont inscrits dans une agence de mannequins, Exactement. tout est fait dans les règles, tu fais très attention à ça. C'est ça. À partir du moment où ils apparaissent dans une publicité, ça passe par l'agence de mannequins pour que ce soit encadré pour Voilà. eux, etc., etc. Voilà. Donc, tu fais quand même les choses très, très bien. Exactement. À Alors, l'obligé, c'est les anniversaires, quoi. ouais, c'est pas grave. Je n'y suis pour rien. Écoute, et on les reconnaît à l'école, les enfants à l'école, ils sont gentils oui. avec eux. Ah oui, toujours. Ils n'ont pas eu de problème de moquerie Pas ou... du tout. Mon D'accord. fils, au contraire, il est surprotégé. Il y a même des grands qui lui disent si tu as un souci, tu viens me voir. D'accord. Donc non, au contraire, on pourrait penser le contraire, mais pas du tout. Ça se passe très bien. Alors Alison, on va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Une enseignante de 66 ans a été poignardée ce mercredi dans une classe de collège Robert Schumann à Benfeld, dans le Bas-Rhin, par un élève de 14 ans qui s'est ensuite blessé lui-même. L'enseignante, prof de musique, est hospitalisée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'adolescent, connu pour avoir tagué des symboles nazis, a été interpellé après s'être enfui. Donc il a 14 ans. Clarisse Taron, procureure de la République de Strasbourg, a expliqué en conférence de presse que le jeune homme est atteint de lésions jugulaires. Après s'être porté plusieurs coups de couteau au cou, il a été opéré. Il est actuellement sédaté au moins pour 48 heures. Ses jours sont en danger. Son pronostic vital est engagé. L'adolescent était atteint d'une maladie génétique qui serait la même que sa mère, ainsi qu'un handicap psychologique. On va débattre de ce sujet ce soir. On a la chance de recevoir Madame la ministre, et qui est aujourd'hui députée Ensemble des Français de l'étranger et ancienne ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, qui va débattre avec toi sur ce sujet. Est-ce que nos professeurs sont en danger? Est-ce que l'école est devenue une zone de non-droit? Donc restez là parce que c'est un sujet très très important aujourd'hui. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France.
Sud Radio, parlons vrai. Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h15, bienvenue sur On vit pas dans la même France, tous les soirs en direct de 20h à 21h du lundi au jeudi. Ce soir je reçois Alison Legoin qui va débattre avec Anne Gennetet, ancienne ministre de l'Éducation nationale, députée Ensemble des Français de l'étranger, pour débattre sur un thème. Est-ce que nos professeurs sont en danger? Est-ce que l'école est devenue une zone de non-droit? C'est un vrai sujet aujourd'hui, important je pense pour tous les parents et les enfants de France. Ce qui s'est passé, ce qu'on a dit donc juste avant, je vais rappeler le contexte quand même. Il y a eu donc un enfant qui a poignardé une enseignante de 66 ans aujourd'hui dans une classe du collège Robert Schuman à Benfeld dans le Bas-Rhin. Un élève de 14 ans qui s'est ensuite infligé à lui-même des coups de couteau. Il est dans un état, je crois, de pronostic vital engagé. La professeure, aujourd'hui, elle, je pense que c'est sous contrôle. Voilà, mais c'est extrêmement grave. Alors, il aurait des problèmes psychologiques. Il serait atteint d'une maladie génétique qui serait la même que sa mère et il a un handicap psychologique. Donc, est-ce que tout ça, ça te fait peur, Alison, pour tes enfants, d'entendre ce genre d'histoire? Oh oui, ça me fait peur, oui. Toi, tes enfants, ils sont en quelle classe? Moi, mon fils, il est en 5e et ma fille est en CE2. Oui, donc ton fils, finalement, il a quasiment l'âge de ce jeune garçon. C'est ça, oui. Et on sait quand ils partent, mais on sait jamais s'ils vont vraiment revenir, quoi. Ça fait vraiment peur. Et tu es plutôt école privée ou école publique, toi? Moi, publique. D'accord, donc tes enfants sont en école publique. Ils sont en école publique. D'ailleurs, sur le live Instagram, il y a une question pour Alison. As-tu déjà envisagé l'école à domicile pour tes enfants avec tout ce qui se passe? Oui, vu que tu as une notoriété, vu qu'ils sont connus sur les réseaux. Non, parce que j'ai pas trop envie de les... Ils ont besoin de voir leurs copains, d'apprendre... j'ai pas envie de les couper du circuit scolaire. Voilà, c'est ça. J'ai pas envisagé ça, non. Ouais, ce que j'ai fait moi avec ma fille, qui a été déscolarisée moi à l'âge de 12 ans, suite à mes problèmes. Oui. Tout ce que j'ai. Bref, et qui n'a jamais réussi à rentrer en circuit scolaire. Donc c'est vrai que quand on les coupe du circuit scolaire, c'est souvent difficile à réintégrer. Alors ce soir, je vais vous poser cette question. Est-ce que nos professeurs sont en danger? Est-ce que l'école est devenue une zone de non-droit? Et pour répondre à cette question, on reçoit donc Alison Legoin, qui est tiktokeuse, je le rappelle, avec 1 100 000 abonnés, instagrammeuse, youtubeuse avec 150 000 abonnés, qui expose sa vie de maman, de famille, avec ses enfants. C'est une influenceuse maman, on peut dire ça comme ça. Bien sûr. Et tu vas débattre de ce sujet avec Anne Gennetet. Bonsoir. Alors, est-ce que je peux vous appeler Madame la Ministre encore ou pas? Oui, il paraît que ça se fait. Enfin, pour le moment, ma fonction, c'est députée. Oui, je sais, mais vous étiez ministre. Voilà. Je suis tellement heureuse de recevoir ma première ministre. Après, je suis quelqu'un comme tout le monde, quand même. Vous êtes? Je suis quelqu'un comme tout le monde. Oui, je sais, mais pour moi, c'est une vraie fierté dans cette émission, de recevoir ma première ministre, même si aujourd'hui, vous n'êtes plus ministre, vous êtes ancienne ministre de l'Éducation nationale. Alors déjà, pour moi, d'avoir la ministre de l'Éducation nationale en face de moi, c'est vraiment... incroyable. Mais je crois que ma mère, elle doit être tellement fière de moi. Mathias n'arrive pas à s'en remettre. Je pense. Non, parce que j'ai tellement pas connu l'école que c'est fou de... J'ai réussi ma vie, en fait. Au final, je suis face à une ancienne ministre de l'Éducation nationale. C'est génial. C'est incroyable. Tu as vraiment réussi ta vie. Et vous êtes aujourd'hui député Ensemble des Français, donc du parti Ensemble des Français de l'étranger. Absolument, tout à fait. Merci d'être avec nous, en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Et on a avec nous Amélie, qui est prof de français dans un collège. Bonsoir, Amélie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Vous allez bien, Amélie? Je vous avoue que avec tout ce qui arrive en ce moment, vous rajoutez Samuel Paty et tout le reste, si vous voulez, nous les enseignants, en plus je suis en collège, exactement comme le fils de Madame, et je dois dire qu'on va tous travailler avec la peur au ventre. Mais moi, ça date pas d'hier. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que chaque fois qu'il y a un incident, un horrible accident comme celui-ci, tout le monde se mobilise. Mais Madame, nous vivons ça tous les jours, nous, cette peur, et pas seulement pour nous, mais pour les élèves dont nous
avons la charge. Nous avons des instructions complètement ridicules en cas d'arrivée dans le collège de personnes armées, par exemple. Chez nous, le portail il est ouvert tout le temps. N'importe qui peut rentrer. Nous avons la consigne suivante de faire l'appel. Excusez-moi, monsieur le terroriste, bougez pas, on fait l'appel d'abord. Ensuite, nous devons plier les tables, mettre les enfants sous les tables. Il faut surtout pas qu'ils parlent, sachant qu'on a des murs à travers lesquels n'importe quelle balle peut rentrer parce qu'ils font royalement 5 cm d'épaisseur. Et ce genre, alors que tout le monde sait que l'instruction première, c'est d'essayer de s'échapper. J'ai demandé pendant 10 ans un plan d'évasion du collège. J'ai fait mon propre plan dans ma salle pour sauver mes élèves en cas de danger. Mais sinon, il n'y a rien de prévu. Quant aux enseignants, nous sommes victimes. Moi, on m'a mis un couteau sous la gorge à la sortie d'un conseil de classe parce que j'avais eu le malheur de dire qu'un enfant était dangereux. Ensuite, on m'a sorti de ma voiture un feu rouge, on m'a tabassé et on m'a dit si tu dis quelque chose, on sait où te trouver. Et je précise que je suis un enseignant très apprécié et très respecté. Alors, je vous laisse penser pour les autres. Alors, voilà. C'est très grave ce que vous dites, Amélie. Et vous êtes dans quelle ville, Amélie ? Moi, je suis à côté de Nîmes. J'ai enseigné d'abord dans le secteur ZUP de Nîmes et ensuite dans un petit collège rural, mais où le problème est toujours le même. On a un jeune qui arrive avec un taser, il m'a balancé une élève dessus en torse cervical 3 jours d'ITT et le lendemain, il a tasé une jeune fille dans la classe. Et il a été exclu, cet élève ? Est-ce qu'il a été exclu ? Alors, pour moi, il n'a pas été exclu parce que c'était pas grave du tout. Si vous voulez, ce n'était qu'un enseignant, donc c'était pas grave. Par contre, quand il s'attaquait à une jeune fille, là, par contre, évidemment, il a été exclu. Mais au terme d'une procédure compliquée, que les parents Voilà. Non, on peut faire tout ce qu'on veut totalement impunément, avec des chefs d'établissement qui baissent les chines pour ne pas avoir d'ennui, avec le rectorat qui applique le pas de vague, je suis désolée. Et donc, puisque Madame la ministre est là, l'école de la confiance de Monsieur Blanquer, c'est une loi qui a permis de faire entrer n'importe qui à l'école qui n'a rien à y faire, et personne n'est jamais revenu sur cette loi. Donc, alors, si vous voulez, la situation est dramatique. On va laisser la parole à Anne Gennetet, donc ancienne ministre de l'Éducation nationale et aujourd'hui députée Ensemble des Français de l'étranger. Quand vous entendez cette professeure qui dit qu'elle a été agressée, qui dit qu'elle a eu une fois un couteau sous la gorge, qu'il ne s'est rien passé pour elle, qu'elle est obligée de faire elle ses propres exercices pour sauver sa classe s'il y a une attaque parce que les exercices qu'on lui fait faire ne sont pas raisonnablement possibles. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle vient de dire, Amélie ? Alors déjà, dans un premier temps, permettez-moi comme d'avoir un mot pour l'enseignante qui a été agressée ce matin et dont l'état effectivement est stable et rassurant pour le moment, mais néanmoins, n'oublions pas qu'elle a reçu un coup de couteau au visage. Incroyable. Et que ça n'est pas sans conséquences, y compris psychologiques fortes pour elle. Donc un mot de soutien pour elle, pour également l'ensemble des enseignants, parce que ce que souligne Amélie, notre auditrice, c'est qu'en effet, moi je l'ai observé comme ministre, je trouve que trop souvent, nos enseignants manquent de soutien de leur hiérarchie, de soutien parfois entre collègues aussi, de soutien évidemment des familles. Or, l'enseignant qui est au cœur de ce qu'est notre pays, l'école, enfin c'est le cœur, on prépare nos enfants pour demain. Nos enseignants, l'école elle n'existe pas sans les enseignants. Ça n'existe pas. Donc, il faut pouvoir les soutenir, les accompagner et entendre dans un contexte où on sait que aujourd'hui, un certain nombre de nos jeunes, hélas, et c'était le cas a priori de ce jeune aujourd'hui, qui avait de graves a priori difficultés psychologiques, voire peut-être même psychiatriques, et que l'accompagnement psychiatrique de nos jeunes n'est pas du ressort de l'éducation nationale, de structures autres qui sont souvent débordées aujourd'hui, qui sont en difficulté très importante. Donc aujourd'hui, toutes ces situations qui se multiplient, mais si elles restent extrêmement rares, je comprends que ça puisse générer évidemment l'inquiétude chez les parents, c'est bien légitime. L'éducation nationale met en place un certain nombre de dispositifs et effectivement, comme tout ça est assez récent, on va avoir une mise en œuvre qui va ne pas forcément être homogène sur le territoire. Et puis, lorsqu'il s'agit de prononcer des sanctions, moi, ce qui m'a frappé, les règlements intérieurs de nos écoles, c'est pas les mêmes partout. Comment voulez-vous apprendre à un jeune qui s'y grille un feu rouge avec son 2 roues, il aura la même sanction qu'il le fasse à Nîmes, ici à Paris ou à Brest, il a la même sanction partout en ayant grillé un feu rouge. Mais dans une école, le règlement n'est pas le même partout et les sanctions ne sont pas les mêmes partout, elles ne sont pas appliquées de la même manière. Et déjà, avoir un mécanisme qui permette d'avoir les mêmes règlements partout, quel que soit l'établissement où on se trouve sur le territoire national, avec derrière une certitude de la sanction, une gradation qui soit très claire et qui permette à la structure école de prononcer une sanction, car là aussi, faisons attention, le professeur peut constater ce que j'appellerais une sortie de route,
plus ou moins graves, parfois très graves. Mais derrière, ça n'est pas à l'enseignant de sanctionner. C'est à la structure école de sanctionner. L'enseignant ne peut pas faire les deux. C'est pas sa mission de sanctionner. Et pourquoi le ministère n'impose pas justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi je le savais pas, que les règlements intérieurs n'étaient pas les mêmes. Tu le savais toi, Mathias? Non, pas du tout. Je viens de l'apprendre. On aura servi à quelque chose ce soir. Mais je ne savais pas. Hallucinant. Et vous avez totalement raison. Moi je trouve que vous avez totalement raison. Mais pourquoi le ministère qui peut le faire n'impose pas immédiatement un règlement intérieur à toutes les écoles identiques? Pourquoi ça n'est pas fait? Il fallait me laisser plus longtemps à l'éducation nationale. J'allais dire, vous auriez fait une bonne ministre de l'éducation nationale. Mais non, trêve de plaisanterie, c'est un sujet important, c'est un sujet grave. Et aujourd'hui, pouvoir accueillir nos jeunes et nos enseignants, parce qu'un enseignant, comme le dit Amélie, qui arrive la peur au ventre à l'école, ne peut pas enseigner dans de bonnes conditions. Comment voulez-vous qu'après il soit serein pour délivrer le programme qu'il a à délivrer? Il ne peut pas. Il faut l'entendre. Lorsque vous avez un enseignant qui est sur le chemin de l'école, entre la station de métro ou l'arrêt de bus et l'école ou le collège dans lequel il va, craint de devoir être agressé. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons des collèges devant lesquels se trouvent par exemple des points de deal qui inquiètent beaucoup évidemment les enseignants, les personnels de l'établissement, les parents, les élèves évidemment. Comment voulez-vous qu'après il soit serein pour enseigner? Évidemment que non. Et face à ces situations, c'est un projet d'ensemble. On ne peut plus travailler en silo avec les écoles qui disent « moi je m'occupe de ce qui se passe après ma barrière ». Après l'entrée, après mon portail, la collectivité, la commune, le département, la région qui dit moi je m'occupe de ce qui se passe sur le parvis, et puis ensuite le ministère de l'Intérieur, force de police, de gendarmerie qui dit moi je m'occupe de tout le reste. Non, il y a un moment il faut se parler, se coordonner. On va revenir, restez vraiment avec nous. On va recevoir aussi Véronique, une auditrice de Montpellier qui s'inquiète des violences entre les jeunes, des profs agressés, des parents dépassés. Comment en est-on arrivé là? Son témoignage sur Sud Radio. Restez avec nous pour l'entendre, c'est très important. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en direct de 20h à 21h pour parler d'un sujet vraiment très très important. Est-ce que nos professeurs sont en danger? Est-ce que l'école est devenue une zone de non-droit? On vient parler de ça parce qu'aujourd'hui s'est passé quelque chose de dramatique. Une enseignante de 66 ans a été poignardée par un adolescent, par un étudiant de 14 ans dans le Bas-Rhin qui s'est ensuite blessé. Alors il l'a attaqué à coups de couteau. Il s'est ensuite blessé lui-même. Son pronostic vital à lui est engagé. La professeure, elle, non. Aujourd'hui, elle va bien. Mais je pense que c'est un traumatisme, comme le soulignait tout à l'heure Madame Anne Genetet, députée Ensemble des Français de l'étranger, qui est ancienne ministre de l'Éducation nationale. On pense très sincèrement et très fort à elle, parce que je pense qu'elle doit être terrorisée et traumatisée. Et quel message ça envoie pour nos enseignants aujourd'hui en France? Quel drame aujourd'hui qu'un étudiant de 14 ans puisse poignarder comme ça une étudiante. Alors certes, on a eu l'information aujourd'hui qu'il a des problèmes psychologiques, il est atteint d'un handicap psychologique. Mais c'est lourd. Enfin, c'est lourd pour lui, c'est triste pour sa famille, pour la professeure. Et on était avec Amélie juste avant, qui nous a donné aussi son expérience en tant que professeur, qui a été agressée une fois à la sortie de sa voiture, qui a été menacée avec un couteau. Il n'y a eu aucune sanction pour. C'est ça, hein, Amélie, que vous nous expliquiez tout à l'heure. Pour elle, tout à fait. Anne Genetet, donc qui est l'ancienne ministre de l'Éducation nationale et qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Je tiens à le dire, c'est vraiment un hommage. Enfin, pour moi, j'ai très fière qu'elle soit là. Vous voulez répondre, Amélie, en sachant que Madame la ministre nous a donné une information que je ne connaissais pas, et je le redis pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre. C'est une information qui est lunaire. C'est lunaire. Ouais, c'est dingue. En fait, les règlements intérieurs des écoles sont différents d'une école à une autre. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas de ligne conductrice, en fait, directive. C'est pas. Les sanctions sont pas les mêmes d'une école à l'autre. Ouais, c'est dingue. Moi, je savais pas ça. Tu peux faire une connerie sur une école et tu vas dans l'autre, il se passera rien. Une bêtise, on dit. Ouais, mais je parle aux jeunes, moi, toi, aux plus vieux. Ouais, on peut bien parler aux jeunes. Oui, c'est vrai. Amélie, vous vouliez répondre du coup à Anne Genetet? Oui, parce que et répondre à vous, Magali, et merci de m'en donner l'occasion. Avec plaisir. Parce qu'en réalité, quand Madame Genetet dit que l'école est au cœur, c'est un langage. Mais si vous voulez, dans la pratique, l'école n'est au cœur de rien du tout. Et le but, c'est qu'elle coûte le moins cher possible. Et elle parlait des problèmes psychologiques, et vous avez souligné, vous avez raison. Et elle dit, ces problèmes n'ont pas été à l'école. Ce qui est faux, puisque la loi sur l'école de la confiance oblige justement à l'inclusion d'enfants en grave difficulté.
mais on a supprimé tous les dispositifs d'aide, Ulysse, etc. Les parents qui m'écoutent savent ce que c'est, et donc il n'y a plus rien. Ce qui veut dire que ces incidents vont se multiplier, parce qu'on va avoir de plus en plus d'enfants souffrant de pathologies dans le mainstream, comme on dit, dans les collèges. Ça commence à l'école primaire. On a des enfants qui se mordent en maternelle. Et tout ça parce qu'il faut que ça coûte le moins possible, le moins cher possible, et qu'on a enlevé tous les moyens de travailler aux enseignants. Vous en voulez aujourd'hui au gouvernement, Amélie ? Oui, et j'en veux à tous les gouvernements. Pardon, Madame la ministre, mais vous n'êtes pas toute seule là-dedans. On a laissé les plus ministres, Madame Anne Genetet, et elle a été que 3 mois, donc... Oui, mais c'est un usage, si vous voulez. Oui. On lui doit le respect. Voilà. C'est vrai. Alors, moi, depuis tout à l'heure, j'appelle Madame la ministre. Hein. Vous avez raison. Et tous les gouvernements, les uns après les autres, sont coupables. Et il est vraiment temps maintenant de sauver l'école, parce que c'est le cœur de la citoyenneté et c'est déjà trop tard. Moi, je vous le dis franchement. Moi, je veux pas baisser les bras, pardonnez-moi, je veux pas baisser les bras. Vous avez raison. Vous avez raison, l'école connaît de grandes difficultés. Vous avez raison qu'on a parfois baissé les moyens, pas forcément là où il le fallait. Néanmoins, pour l'inclusion, depuis la loi de 2005, on a beaucoup progressé, mais la marche est encore énorme. On a fait du chemin, mais on a encore énormément de chemin à faire. Et dans ce chemin, notamment, on a aujourd'hui, et je vous l'avais dit à demi-mot, et moi, je l'entends très bien, nous avons parfois trop d'élèves à inclure par professeurs qui ne sont pas toujours formés sur des handicaps qui sont parfois fort lourds, et cela donne une responsabilité à nos enseignants qui est absolument énorme, à laquelle ils ne peuvent pas faire face et qui pénalise l'ensemble des élèves d'une classe d'ailleurs, et pas seulement l'élève en situation de handicap, mais également l'ensemble de ses camarades de classe. Donc oui, il y a beaucoup à faire. J'ai plein d'idées, j'aimerais qu'on m'en donne beaucoup de moyens, mais je crois que tous ensemble, moi je veux pas être défaitiste, je crois que l'école peut, parce que moi ce que j'ai vu, madame, et je vous entends à travers ce que vous dites, c'est exactement ça, je le dis sans aucune flagornerie. Moi, j'ai vu beaucoup de gens très engagés, très motivés, très déterminés, qui ont envie. Moi, je connais pas un prof qui a pas envie que ses élèves réussissent. Je connais pas un prof qui a pas envie que l'école réussisse. En revanche, je trouve, et je l'avais dit en partant du ministère, l'élastique est super tendu. Et si on continue à tirer comme ça, un jour l'élastique il va casser. Et quand il cassera, ça veut dire qu'on n'aura plus la motivation et les profs passionnés qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est très dangereux pour notre école. Donc c'est à nous, politiques, de réagir le plus vite possible. Alison, qu'est-ce que tu penses Justement, j'allais dire, c'est très bien ce que vous dites parce que tout est dit. Mais comme le dit Amélie, c'est trop tard. Enfin, moi aussi, j'en suis là, j'ai l'impression que c'est trop tard. Il est déjà cassé. Oui, avec tout ce qui se passe, tous les jours, il y a un drame. Donc tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, on apprend soit un enseignant qui est blessé ou soit un élève qui est blessé. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand je vois mon fils partir, après il n'y a pas que mon fils, il y a ma fille aussi, mais mon fils, je parle de mon fils parce qu'il est au collège. Quand je vois mon fils partir, j'ai toujours peur d'apprendre par téléphone qu'il y a eu un drame ou qu'il ne reviendra pas. On remercie Amélie, on va laisser Amélie. Merci beaucoup Amélie, je vous souhaite une très belle soirée. Et bon courage à vous. Elle est déjà partie Amélie. Amélie, si vous nous entendez, on vous embrasse très fort. Et tu suis un peu donc la ministre actuelle aujourd'hui donc de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Est-ce que tu penses qu'elle devrait être un peu plus présente ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un gouvernement aujourd'hui qui est là pour l'école ? Est-ce que tu sens présent ou pas ? Franchement, on est là pour tout se dire, c'est pas. Non, en toute honnêteté, je rejoins un peu ce que disait Amélie. Non, j'ai pas l'imprespression, non. Et vous, Madame la ministre, alors, ancienne ministre, Madame la députée. Je suis très vexée parce que moi on m'appelle pas par mon prénom. Alors, non mais là ça va pas le faire, je vais trop vous aimer. Alors Anne, j'adore. Oh là là. Moi, vous savez, j'aurais rêvé d'être ministre une journée pour m'appeler Madame la ministre toute ma vie. Quel ministère, Magali ? Vie ma vie. Enfin, on fait Vie ma vie de député, il faut peut-être faire Vie ma vie de ministre alors. Oui. J'avais suivi Aurore Berger en immersion, ministre de l'égalité homme-femme. Alors, du coup, peut-être juste revenir sur le cas précis de cet élève, ce cas dramatique et effroyable, épouvantable de ce matin. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce garçon ? Alors, d'abord, il est dans une situation médicale. Là, c'est le médecin qui parle avec un pronostic vital. Je suis médecin. Un pronostic vital engagé, donc pas trop rien dire. Mais en tout cas, par rapport à ça, c'était un élève dont vous l'avez dit, qui avait semble-t-il des problèmes psychologiques, et il était suivi. Il avait été signalé à ce qu'on appelle les MDPH, les maisons de prise en charge des personnes en situation de handicap. Il avait été, rendez-vous compte que pour simplement l'expression d'une fascination pour des armes et pour Hitler, pour une fascination, pas pour détention d'armes, pas pour agression, pour une fascination. Son cas avait été signalé au procureur. Signalé par qui ? Signalé
Alors, je ne sais pas si ce sont. Je pense que c'est l'établissement scolaire qui l'avait signalé. Donc l'école avait quand même remarqué. L'école avait remarqué, et donc il avait déjà été signalé. Il avait déjà fait l'objet d'une exclusion. Donc l'école a agi. Elle a agi au maximum de ce qu'elle pouvait faire dans une situation de soupçon même pas de cas avérés. Donc, parce qu'il avait dessiné des signes nazis. Des signes, et il avait exprimé et dessiné une fascination pour les armes. Voilà. Donc je ne crois pas que l'école n'ait pas était en deçà de ce qu'elle aurait dû faire. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais derrière, on ne peut pas mettre un policier, un gendarme derrière chaque élève. Nos écoles sont très ouvertes, et c'est toute la difficulté, c'est les protéger tout en les gardant ouverts sur le monde extérieur. Vous voyez que l'équation, elle est quand même pas simple. On ne peut pas enfermer tout le monde. Une fois que les élèves passent, en faire une barrière et que les parents rentrent plus du tout. On aime bien quand même, comme parents, savoir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Moi, j'ai rencontré une école il y a 3 semaines de ça, un CM2, avec un prof qui fait des fondamentaux le matin et des projets l'après-midi. Et toutes les 6 semaines, les parents viennent dans l'école pour voir le rendu des projets des élèves. On associe les parents, et les élèves sont hyper fiers de montrer leurs projets. C'est une pédagogie un peu innovante. Ça, on est content d'avoir les parents qui peuvent rentrer dans l'école. Donc, vous voyez, il faut trouver l'équilibre entre protéger nos jeunes, les mettre dans une bulle qui les protège de toute cette violence qui est exprimée par notre société, et en même temps permettre quand même aux parents de rentrer. On aime bien, on sait qu'une partie de leur vie nous appartient plus quand on est parent, mais quand même, on aime bien savoir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Il faut trouver l'équilibre, il n'est pas facile. Sur le live, d'ailleurs, il y a plusieurs réactions par rapport à ça. Est-ce que ça coûterait trop cher de mettre un agent de sécurité par classe, au point où on en est ? Par classe, pas forcément. Mais par exemple, si je prends les collèges, aujourd'hui, on a toujours quelqu'un à la porte du collège. Toujours, à l'entrée du collège. Déjà, ça, c'est énorme. Donc, et puis ensuite, sur un jeune, il faut croiser les regards. C'est comme en médecine. Sur un patient, il faut croiser les regards. Vous avez un prof, un conseiller d'éducation, un assistant d'éducation, le responsable de l'établissement, peut-être même une personne du ménage ou de la cantine. En croisant les regards, on se dit, lui, il va pas très bien. Lui, il va peut-être falloir qu'on le prenne. Et là, moi, je rêverais. Je vais décrire mon monde idéal. Mais j'aimerais qu'il y ait parce que je l'ai vu dans des établissements français à l'étranger. Et j'aimerais bien que ça soit sur le territoire national. Un centre alors, en anglais, on dit counseling center. Je sais pas comment on pourrait dire en français. On est plus sûr. Si vous nous demandez à nous. Et là, donc, un endroit où les élèves peuvent aller discrètement, sans que ce soit vu, quand ils se sentent pas bien, ou quand plusieurs regards voient qu'il va pas bien, hop, il y a quelqu'un il peut y avoir des psychologues, mais pas seulement, il y a plein de gens qui peuvent entourer le jeune et l'aider à sortir ce qu'il a, en gros, cracher son pépin, et l'aider après ça à avancer. Peut-être qu'il faut après l'envoyer chez un psychologue, peut-être pas, peut-être qu'il faut rencontrer ses parents, peut-être les réconcilier. Oui, mais là, quand le harcèlement aussi. Quand le garçon à 14 ans, il se met à dessiner des signes nazis à l'école, il n'est pas exclu, on attend quelque part. Il a été exclu, celui-là. Oui, mais il a été exclu, mais pas définitivement. Puisqu'il a une fois qu'il est exclu définitivement, il fait partie de l'aide sociale à l'enfance. On sait que c'est très difficile d'exclure les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Ça pose le problème de la situation également très dégradée. Je crois qu'il faut employer les mots tels qu'ils sont de l'aide sociale à l'enfance, qui font que faisons-nous de ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui ont plus que d'autres besoin d'être accompagnés, d'être entourés, de ne pas être lâchés. Il n'y a pas des centres spécialisés normalement ? Et là, à ma connaissance, c'est très compliqué pour le moment. Donc, il a quand même été exclu quelques jours. Mais encore une fois, on est là pour des dessins. On n'est pas là pour une agression. Oui, mais au final, on n'est pas là pour détention, pour port d'armes. Mais quand à 14 ans on dessine des signes nazis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il avait été vu, il était déjà suivi par des psychologues. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien autour de lui. Et le problème, c'est de repérer le passage à l'acte. Donc le problème, c'est après, c'est-à-dire que si, quand bien même on l'aurait sorti du circuit scolaire pour le mettre dans une école spécialisée, pour avoir plus d'attention, plus d'encadrement, ça coûte de l'argent. Donc en fait, quelque part, ça veut dire qu'il vous manque les moyens, ou le ministère ne met pas les moyens qu'il faut. Je ne sais pas si c'est une école spécialisée, en tout cas un encadrement, l'accès des personnes, des adultes référents qui puissent l'aider à travailler sur sa souffrance, sur faire le bilan de savoir si sa souffrance psychologique relève d'un établissement spécialisé ou pas. Ou d'un accompagnement spécialisé, il y a tous les Non, parce que quelque part, le pauvre, en fait, ça reste quand même un enfant de 14 ans, et on se dit que, en plus, aujourd'hui, son pronostic vital est encore engagé, donc même pour lui, c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est terrible pour les parents. Moi, je pense aussi, parce qu'on pense à cette professeure, mais je pense aussi, moi, en tant que maman, à ses parents aujourd'hui, à sa famille, à ses proches, qui doivent être dans un état, de même que l'enfant, le jeune également, qui avait assassiné une assistante d'éducation, c'était en juin, qui lui aussi avait été signalé par sa maman. Maman avait tiré le signal d'alarme, il avait déjà été vu par quelqu'un. De manière générale, dans notre société, chez les êtres humains, repérer le passage à l'acte est extrêmement difficile, quel que soit l'âge. Alors, on revient dans un instant avec Véronique, qui est auditrice à Montpellier, qui sera avec nous au téléphone. Elle alerte sur la montée des violences chez les jeunes, les professeurs pris pour cible et des parents souvent dépassés. Que s'est-il passé pour en arriver là? Restez avec nous. On va écouter Véronique juste après ça.
Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45, on vit pas dans la même France, avec pour thème ce soir, est-ce que nos professeurs sont en danger? Est-ce que l'école est devenue une zone de non-droit? On reçoit pour débattre de ce sujet Alison Legois, maman influenceuse, plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, plus de 150 000 abonnés sur YouTube, qui débat en face de Anne Gennetet, qui est l'ancienne ministre de l'Éducation nationale et qui est députée Ensemble des Français de l'étranger. On revient avec le témoignage de Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Alors Bonsoir. vous Véronique, Bonsoir. vous êtes de Montpellier. Je suis de Montpellier. Et vous n'êtes pas très contente, je crois. Et il y a de quoi? Non, je suis pas contente de voir le monde qui change en fait. Quand j'entends une professeure poignardée, C'est terrible. c'est grave, c'est terrible, et c'est pas la première fois, et c'est pas la dernière. Et d'abord, je pense que ça commence par, excusez-moi, Madame la Ministre, mais les ministres sont là pour 6 mois, et puis après c'est quelqu'un d'autre, ils en sont pas responsables. Mais je pense que sur des postes aussi importants que ça, c'est pas un travail de 6 mois qui va changer les choses. C'est une très bonne remarque, Véronique, parce que je précise que Madame la ministre Anne Gennetet a été en poste pendant 3 mois, donc avait plein d'idées, de solutions, et finalement vous avez été coupée de court. Déjà, dans ce ministère-là, toute décision qu'on prend, toute réforme qu'on mène, on ne peut la juger qu'à l'aune de la scolarité complète d'un jeune, 13 ans. Oui. Donc c'est-à-dire que quoi que je fasse, c'est pas moi qui le verrai. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer les ministres tous les 3 mois pour autant. Ça veut dire surtout qu'il faut plus que jamais s'acharner à planter des graines. Moi, je suis là pour les arroser et elles vont germer, ça sera plus moi. Mais elles germeront pour les suivants. Et donc, je dois me dire, je suis pas là pour mon élection, tout ça, je m'en fiche. Je suis là pour les suivants qui vont venir après parce que ça se jugera sur 13 ans. Et sur la violence des jeunes, c'est la même chose. C'est un travail de longue haleine et il faut l'engager parce que chaque minute qu'on perd, c'est des minutes de perdu pour nos jeunes. Est-ce que pour vous, Elisabeth Borne est à sa place au ministère de l'Éducation nationale? Ça, vous lui demanderez. Non, votre opinion à vous. Je n'ai pas à juger. Écoutez, je vois que sur le jeune en question, les dispositifs avaient été mis en place. Maintenant, c'est un très beau ministère. C'est un grand ministère. Et surtout, il y a plein de belles choses à y faire. Et il y a des gens qui sont prêts à agir pour l'aider. Ouais. Est-ce que pour vous, Véronique, la responsabilité doit être donnée aux parents ou pas? Alors justement, j'y viens. Je pense que les parents sont un peu démissionnaires. Ils n'ont parfois pas conscience de qui sont leurs enfants. Et bien souvent, ils prennent position pour leurs enfants. Aujourd'hui, l'école, avant l'école, on avait un avis du professeur, on ne le contestait pas. C'était son travail, on respectait le travail de l'enseignant ou de l'école. Aujourd'hui, ah ben non, parce que moi mon fils il est comme ci, il est comme ça, il a pas fait ci, il a pas fait ça, mais non, il serait jamais capable. On en arrive à des situations qui sont compliquées. Les professeurs, excusez-moi Madame la Ministre, mais l'élastique il a rompu déjà depuis longtemps. Les professeurs, on les voit, ils sont en dépression, les arrêts de travail, etc. Les changements de profs, il n'y a pas une classe aujourd'hui, il n'y a pas un professeur d'absent en congé maladie. Alison, qui est notre influenceuse maman, justement, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette responsabilité parentale? Est-ce que ce que dit Véronique aussi, comme quoi les parents sont démissionnaires? Alors, ce qui est vrai aussi, et tu vas me dire ce que tu en penses après, Alison, c'est que à l'époque, moi je me souviens quand j'étais gamine, j'ai 43 ans aujourd'hui, mes parents, ma grand-mère m'engueulait, quand j'avais un truc à l'école, c'était constamment dans le sens du prof. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les parents se rangent constamment dans le sens des enfants et les profs n'ont plus leur place de prof. Il n'y a plus de hiérarchie, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, moi je suis maman. Pourtant, je suis maman, mon fils il est en 5e. Enfin, je veux dire, je comprends tout à fait Véronique, ce que dit Véronique, puisque nos enfants ne sont pas des anges. Donc dans tous les cas, ce qui est normal. Voilà. Donc dans tous les cas, on connaît quand même nos enfants. Donc moi, par exemple, je me range pas. Si mon fils il a tort, il a tort. Et tous les parents devraient penser comme ça. Donc c'est-à-dire que maintenant on voit au jour d'aujourd'hui, quand un enseignant dit quelque chose ou quoi que ce soit, maintenant ça en vient, ou que les parents ils arrivent, ça en vient aux mains.
On a vu ça déjà. Oui, il y a des parents qui se mettent même à agresser les profs. Ils sont agressés. Donc je comprends aussi que les professeurs, se mettent en arrêt, soit au burn-out complètement. Non, moi je dis qu'il faut que les parents y réagissent et puis effectivement, nos enfants sont pas des anges. Donc dans tous les cas... Et ce qui est normal, parce que quelque part, quand on envoie ses enfants à l'école, c'est pour qu'ils apprennent l'école, l'éducation, mais aussi l'autorité, aussi le rythme d'une vie après dans notre société. Est-ce que vous pensez... Merci Véronique déjà, merci beaucoup. Vous restez avec nous Véronique, vous nous écoutez dans le live Instagram. Hein. Vous pouvez continuer à commenter. Je voulais juste dire également, je suis moi témoin dans les transports en commun de bagarres entre des jeunes qui se tapent violemment dessus. Alors j'interviens parce que je peux pas m'empêcher de pas intervenir parce que ça me paraît quand même important. Et quand je leur dis mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le tapes? Et il me dit non, je le tape pas, c'est mon copain. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que la bagarre est devenue un amusement maintenant. La bagarre est devenue un amusement, la violence est en train de monter. Et imaginez ce qu'ils font à leurs copains, alors imaginez si c'est pas un copain. Merci beaucoup Véronique, je vous souhaite une belle soirée et restez avec nous. Merci de nous suivre tous les soirs. Parfait. Merci, au revoir. Alors, est-ce que vous pensez, Madame la députée Anne, est-ce qu'il faut rétablir l'autorité par des mesures fortes, type uniforme, exclusion rapide, installation de portiques de sécurité, des écoles, des collèges, des lycées? Est-ce qu'il faut aller un peu plus dur là? Est-ce qu'il faut qu'on réapprenne un peu l'autorité à nos enfants? Alors, avant de répondre comme ancienne ministre, je vais d'abord répondre comme maman, parce que j'en ai élevé quelques-uns. Vous avez combien d'enfants? 4. Waouh. Et que des garçons. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'être parent. C'est très difficile d'être parent. Je ne veux pas les défendre systématiquement, mais je trouve que c'est extrêmement difficile d'être parent parce que le monde est très différent, le monde a changé, on a accès à beaucoup d'informations, on a un flot d'informations, qu'on soit parent, qu'on soit jeune, et que parfois parents on est un peu dépassés par nos propres enfants, et c'est pas facile de savoir les sanctionner, parce que les parents aussi, on attend d'eux qui sanctionnent nos enfants quand il le faut, qui les encouragent quand il le faut, qui les guident quand il le faut. C'est franchement pas facile. J'ai pas la réponse. Mais je voudrais juste dire que c'est pas très facile. Alors ensuite, sur l'école en elle-même, je suis pas sûre que l'uniforme fasse quoi que ce soit, parce que quand on voit dans le système anglo-saxon, par exemple, les gamins, ils mettent un uniforme, puis en fait, d'abord, à l'adolescence, quand on est au collège, imposer un uniforme, par exemple, à un jeune dont le corps est en train de changer, c'est super difficile. Si l'uniforme lui va pas physiquement, il va être hyper mal dans sa peau, la fille va pas supporter la longueur de la jupe, la forme, le machin, etc. Et on les met encore plus mal qu'ils ne sont. Donc je suis pas convaincue de l'uniforme. En revanche, qu'on a un t-shirt pour avoir une appartenance à un groupe, éventuellement. Je suis du collège machin, je suis du collège Schumann, voilà, peut-être. Ça peut le faire. Sur l'autorité, je reviens au règlement qui doit être commun, et surtout décharger aussi les profs le fait de faire une sanction. Les profs doivent constater l'infraction, mais ensuite, c'est pas eux qui doivent sanctionner, y compris pour une heure de colle. Sinon, ils s'en sortent pas, ils deviennent juges et parties, et c'est pas simple pour eux. Et pour pouvoir redonner à l'enseignant la capacité de se faire respecter et d'avoir une autorité qui est pas une autorité autoritaire au sens autoritariste du terme, mais une autorité par son statut, simplement parce qu'il est prof, on le respecte. Et ça se travaille en amont avec les parents, avec les règlements, avec l'organisation des sanctions. Alison, tu penses, on va tout de suite commencer les questions flash and cash, mais juste pour toi, tu penses qu'il n'y a plus de respect aujourd'hui? Les élèves n'ont plus de respect pour les profs? Non, il n'y a plus de respect. Il y a quand même une sonnette d'alarme à tirer, parce que là, ça devient quand même très grave. Là, c'est la nouvelle génération. Enfin, je veux dire, il n'y a plus... On passe aux questions flash and cash. Alors, c'est le moment préféré de nos auditeurs. C'est les questions directes, sans filtre. Une question, une réponse. Pas d'échappatoire, pas de pirouette. On y va vite, il nous reste 3 minutes. Et alors, attention, c'est parti. Alison, si demain tes enfants te disent vouloir faire de la télé-réalité, tu leur dis quoi? Si ça peut les rendre heureux. Je l'adore, Alison, elle est tellement gentille. Je vais pas leur dire non. S'ils aiment, je serai toujours là pour eux, derrière eux. Anne Gennetet, si vous deviez donner un adjectif pour qualifier Emmanuel Macron? Disrupteur. Comment? Disrupteur. Disrupteur? Ou disruptif, comme vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il casse les codes en permanence. Ah, il casse les codes, comme nous. Moi, j'allais dire pareil. Et c'est bien ou c'est pas bien? Ça a été très bien en 2017. Je suis beaucoup moins convaincue de sa décision en 2024, en juin 2024, de dissoudre l'Assemblée. Donc disrupteur, ça peut devenir destructeur. Ça peut devenir gênant. C'est presque le même mot. Alice, je suis très intelligente ce soir. Alice, c'est d'être avec une ministre de l'Éducation nationale. Alison, si tes enfants te demandent, est-ce que tu arrêtes les réseaux sociaux? Ah bah j'arrête. Direct. Aucun problème.
Anne Jeannetet, faut-il plus de cours, l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité à l'école ? Oui, absolument oui. D'ailleurs, le programme est mis en place cette année. Je suis très contente de l'avoir publié l'année dernière. Ah, c'est vous qui l'avez lancé ? Absolument. Bah, je l'ai même réécrit. J'ai passé un week-end entier à le réécrire. Ah ouais ? Très important pour nos jeunes parce qu'ils ont besoin. Et dans ces cours-là, il y a de l'empathie. Apprendre à lire le long verbal. Vous me dites une phrase, mais il faut aussi que je comprenne avec vos yeux, votre visage, tout ce que vous dites d'autres. Et ça, ils doivent l'apprendre. Ils ne le savent pas toujours. Ça fait partie des éléments de violence parce qu'ils comprennent pas. Un prof m'avait dit, je leur dis sortez vos affaires. Et il y a des gamins qui prennent ça pour un mot agressif. Donc ces cours contiennent ça aussi, les cours d'empathie, comprendre, lire le visage et le non-verbal de ce que leur dit un professeur. Et il manque beaucoup d'empathie aujourd'hui en France, donc je suis d'accord avec vous. Alison, même question, tu penses qu'il faut plus de cours, l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité à l'école ? Oui. Eh ben elle l'a fait. Anne Jeannetet, voilà. Anne Jeannetet, l'Assemblée nationale montre-t-elle le bon exemple du savoir-vivre ensemble ? C'est un grand théâtre que je regrette parce qu'il y a ce que vous voyez à la télévision, puis il y a les couloirs. Et les couloirs, on a du savoir-vivre. Donc j'aimerais bien que le savoir-vivre dépasse les couloirs et rejoigne également l'hémicycle. Ça nous ferait du bien à tous. Vous pensez qu'il y en a certains qui font du show à l'intérieur de l'hémicycle et bien dehors, entendu. Bien entendu. Or, c'est pas un théâtre, c'est un lieu très sérieux. Ouais. Vous avez raison. Alison, est-ce que tu acceptes de faire des placements de produits avec tes enfants et c'est quoi la limite ? J'ai pas de limite. Oui, j'accepte. Ils sont encadrés par une agence de mannequins, je le redis. C'est ce que j'allais dire. Ils sont bien encadrés. Oui, on accepte. Et puis s'ils ne veulent pas, ce sera non. Ok. Anne Jeannetet, vous êtes comme Gabriel Attal pour la GPA éthique ou contre comme Emmanuel Macron ? Il faut comprendre que ça concerne aussi des parents il y a toutes sortes de parents. Moi, j'en ai une dans ma famille. Une jeune femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Avec son mari, ils ont décidé de passer par une GPA. Il faut sortir de l'hypocrisie où on dit on se ferme les yeux, pas chez nous. Ouais. Voilà. Donc, en revanche, il faut qu'elle soit extrêmement encadrée. Alors merci à vous deux, merci beaucoup pour votre présence ce soir. J'espère que vous avez pris plein de choses comme nous et on pense très fort à cette professeure, on le redit encore. Vraiment, on vous souhaite plein de choses. Je sais pas si vous nous écoutez, mais je pense pas, mais en tout cas on vous aime. Voilà, on se retrouve demain. Moi je vous aime les profs, même si quand j'étais petite je vous aimais moins, mais là je vous adore. On se retrouve demain à 20h tout de suite sur Sud Radio. Vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, la comédienne française Pascale Rocard. À demain. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons